Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons parler des fonctions exponentielles et de la fonction exponentielle. Alors en fait, dans cette capsule-là, nous allons juste parler des fonctions exponentielles en général. On en verra une très particulière ensuite qui s'appelle la fonction exponentielle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction exponentielle? Eh bien, c'est par exemple la fonction 2 puissance x, ou bien 5 puissance x, ou bien n'importe quel nombre que vous voulez, à la puissance x, pourvu que le nombre dont vous êtes parti, qui s'appelle la base, soit positif. Donc vous prenez par exemple racine de 2 puissance x, eh bien c'est une fonction exponentielle. Alors on va voir un petit peu ce que c'est que la construction d'une telle fonction. Donc la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que c'est que 2 puissance x pour x quelconque? X un nombre réel, positif, négatif, à virgule, rationnel, pas rationnel. Qu'est-ce que c'est que 2 puissance x? Alors pour répondre à cette question, la première chose qu'il nous faut faire, c'est faire un petit rappel sur les puissances. Donc d'abord, vous savez que si on prend un nombre entier, on va pouvoir définir 2 à la puissance à ce nombre entier en utilisant cette récurrence qui est là. Donc 2 puissance 0, par définition, ça vaut 1. Et on définit de manière récurrente 2 puissance a plus 1 comme étant 2 fois 2 puissance a. Ça, c'est la définition de, de 2 puissance un certain nombre entier. Grâce à cette définition-là, on peut calculer par exemple 2 puissance 6. Donc ici, vous avez 2 puissance 6, c'est par définition 2 fois 2 puissance 5. 2 puissance 5, c'est 2 fois 2 puissance 4. 2 puissance 4, c'est 2 fois 2 puissance 3, etc. Et finalement, vous obtenez que 2 puissance 6, eh bien c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire un produit de 2 dans lequel il y a 6 facteurs, exactement. À l'aide de cette définition, il est facile de se convaincre que l'on a la formule 2 puissance a plus b égale 2 puissance a fois 2 puissance b. Alors pourquoi est-ce que ça, c'est vrai? Eh bien vous voyez que si je prends par exemple 2 puissance 4 plus 2, eh bien c'est 2 puissance 6. 2 puissance 6, c'est 2 fois 2 fois 2 avec 6 facteurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Je peux regrouper les 4 premiers facteurs pour en faire un 2 puissance 4 plus ici 2 autres facteurs. Donc 2 puissance 4 plus 2, 2 puissance 6, c'est bien la même chose que 2 puissance 4 fois 2 puissance 2. De la même façon, il n'est pas difficile de se convaincre que l'on a aussi la formule 2 puissance a puissance b, c'est 2 puissance a fois b. Alors essayons. Ici on prend par exemple 2 puissance 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc on met 3 fois 2 fois 2. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient bien 2 puissance 6. Donc ces définitions, pour cette définition par récurrence qu'on a mise ici, elle implique directement ces deux propriétés qui sont écrites là juste en dessous. Alors pour l'instant, on a réussi à parler de 2 puissance quelque chose quand le quelque chose est un nombre entier positif. Qu'est-ce qui se passe quand on prend un nombre entier négatif, par exemple 2 puissance moins 5? Qu'est-ce que c'est que ce nombre-là? Eh bien, il faut lui donner une définition, et la définition qu'on lui donne, elle provient de la remarque suivante. Si je fais 2 puissance a plus moins a, et que j'applique cette formule, qui pour l'instant pour nous n'est valable que pour a et b entiers, mais supposons que je l'applique avec a et moins a, mais je vais obtenir 2 puissance a fois 2 puissance moins a. Et ça doit être égal aussi à 2 puissance 0, puisque a plus moins a, ça fait 0. Donc 2 puissance a fois 2 puissance moins a, ça doit être égal à 2 puissance 0. Mais 2 puissance 0, par définition, c'est 1. Donc ça veut dire que 2 puissance moins a, c'est l'inverse de 2 puissance a. Donc si on prend cette définition-là pour 2 puissance un nombre négatif, eh bien on est compatible avec cette loi qui est ici. Et on vérifie facilement qu'on est aussi compatible avec cette loi qui est ici. Et de cette façon-là, on a étendu la définition de la puissance, de 2 puissance quelque chose, on l'a fait passer des nombres entiers au nombre, des nombres entiers positifs aux nombres entiers relatifs.
Donc, on rajoute à notre liste de propriétés que 2 puissance moins a, c'est 1 sur 2 puissance a. Et de cette façon-là, on a réussi donc à définir 2 puissance x pour tous les x entiers. X appartient à l'ensemble z. Mais qu'est-ce que c'est maintenant que 2 puissance 1 sur 5? Alors cette fois-ci, on va utiliser cette propriété qui est là, et on va dire que 1 sur 5 fois 5, ça fait 1. Donc 2 puissance 1 sur 5 fois 5, si on applique cette loi, qui est écrite ici, ça doit être égal à 2 puissance 1 sur 5 puissance 5. Et ça doit être égal aussi à 2 puissance 1. Ainsi, on voit que 2 puissance 1 sur 5 puissance 5, ça doit être égal à 2. Ça veut dire que 2 puissance 1 sur 5, ça doit être la racine cinquième de 2, ce que j'ai écrit ici. Donc on peut rajouter à notre liste de propriétés ici que, alors excusez-moi, j'ai encore une ligne et ce truc me casse les pieds, il faudrait que je l'enlève. On va attendre que ça disparaisse. Voilà, donc de la même façon qu'on définit 2 puissance 1 sur 5 égale racine cinquième de 2, et bien 2 puissance 1 sur 17 par exemple, ce sera racine 17e de 2, et 2 puissance 3 sur 17, c'est racine 17e de 2 puissance 3. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que on peut rajouter une propriété dans notre liste, c'est que 2 puissance p sur q, où p et q sont des nombres entiers, eh bien c'est la racine qème de 2 à la puissance p. De cette façon-là, on a réussi à définir 2 puissance x pour tous les nombres x qui sont rationnels, des fractions. Vous voyez par exemple, on sait très bien ce que c'est que 2 puissance moins 19 quarts. On sait très bien ce que c'est que 2 puissance 0. On sait très bien ce que c'est que 2 puissance 2 tiers. Tout ça, on l'a défini. Ces définitions, elles ont l'avantage d'être compatibles avec les propriétés qui sont là. C'est pour ça qu'on a choisi ces définitions-là. Donc ces propriétés, 2 puissance a plus b égale 2 puissance a fois 2 puissance b, et 2 puissance ab égale 2 puissance a puissance b, ces propriétés-là, elles sont valables même si on prend pour a et b des nombres rationnels, alors qu'au départ, on avait juste des nombres entiers positifs. Mais les nombres qu'on connaît, les nombres qu'on a l'habitude d'utiliser, ils ne sont pas tous rationnels. Vous savez par exemple que pi n'est pas un nombre rationnel. Du coup, on doit expliquer ce que doit être la définition de 2 puissance pi. Et là, c'est un petit peu plus délicat. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que si x se rapproche de pi, alors 2 puissance x se rapproche de ce que devrait être 2 puissance pi. Donc pour donner un petit peu pour éclairer un petit peu cette idée-là, voyons ici le graphe de 2 puissance x. Donc là, c'est la fonction 2 puissance x, sauf qu'on l'a dessinée que pour les nombres entiers, les x qui sont entiers, ceux pour lesquels on avait une définition au départ. Et puis, j'ai rajouté ici tous les x qui sont des tiers, donc 1 tiers, 2 tiers, moins 1 tiers, moins 2 tiers. Vous voyez que ça donne quelque chose qui commence à avoir l'allure d'une courbe. Et si maintenant je rajoute tous les vingtièmes, j'ai carrément quelque chose qui ressemble à une vraie courbe. Alors il y a encore des trous là-haut, parce que les vingtièmes, ils sont encore un petit peu trop séparés les uns des autres pour que tout soit rempli, mais en tout cas, on a l'impression ici qu'il y a un phénomène de continuité. Quand on prend deux valeurs qui sont proches l'une de l'autre, eh bien les deux puissances c valeurs sont proches l'un de l'autre. Donc on se dit, pour définir 2 puissance pi, on n'a qu'à dire que ça va être proche de tous les 2 puissance quelque chose avec quelque chose proche de pi. Alors voyons ça en prenant un exemple. Ici, on veut trouver des nombres qui s'approchent de pi, on n'a qu'à prendre les premières approximations décimales de pi, donc 3, 3,1, 3,14, 3,141, 3,141,5, 3,141,59, etc. Et on regarde à chaque fois ce que nous donne 2 à la puissance x, qu'on connaît, puisque 3 c'est un nombre entier, on a défini 2 puissance 3, on sait ce que ça vaut, et ça vaut 8. 3,1,
c'est pas un nombre entier, mais c'est un nombre rationnel, c'est 31 dixièmes. Donc on peut très bien calculer, comme on l'a fait tout à l'heure, la valeur de 2 puissance 3,1. Et on obtient ce nombre-là. Et on continue, 3,14, on obtient ça, 3,141, on obtient ça, etc. jusqu'à 3,14, 15, 92, 65, 3, qui est l'approximation de pi au milliardième près. Alors quand on regarde ces approximations de pi, et les deux puissances, ces nombres-là, on voit que ces nombres-là, eh bien, ils ont tendance à stabiliser. Vous voyez que par exemple, le 8, la partie entière, c'est toujours 8. Ça bouge jamais. Ensuite, la première décimale, au départ c'est 0, après c'est 5, après c'est 8, et après ça bouge plus. Ensuite, la deuxième décimale, au départ c'est 0, après c'est 7, après c'est 1, après c'est 2, et après ça bouge plus. Et la troisième décimale, elle se met à stabiliser aussi à 4, et la quatrième décimale, elle se met à stabiliser à 9, la cinquième à 7, la sixième à 7 aussi, la huitième, pardon, j'en suis à combien là? La septième à 8, et pour l'instant, on ne peut pas en dire beaucoup plus. Mais en tout cas, on voit que plus on se rapproche de pi ici, plus on se rapproche d'une valeur bien précise dont le développement décimal commence par 8,824977,8. Donc on a bien envie de dire que 2 puissance pi, c'est cette valeur-là. Sauf que pour l'instant, c'est pas défini. 2 puissance pi, on ne sait toujours pas ce que c'est. On dit juste, on a envie de dire que 2 puissance pi, c'est à peu près 2,824977,8. Alors, pour obtenir une valeur plus précise, on pourrait pousser le développement de pi, le développement décimal de pi un peu plus loin, et on obtiendrait de nouvelles décimales. Mais ça ne donne pas une définition de pi, de 2 puissance pi. Parce que finalement, on n'arrivera jamais à dire 2 puissance pi égale cette chose-là. On ne sait déjà pas ce que pi vaut, donc il n'y a aucune chose pour qu'on sache ce que vaut 2 puissance pi. Donc pour donner une définition propre, ce qu'on va dire, c'est que 2 puissance pi, c'est la limite quand on prend des nombres rationnels qui tendent vers pi de 2 puissance les nombres rationnels en question. Donc c'est exactement ce qu'on a fait avant pour le cas de 2 puissance pi. On a dit on prend pour les nombres rationnels en question, on va prendre les développements décimaux de pi, ils s'approchent bien de x, et on va dire que 2 puissance pi, c'est la limite des 2 puissance ces développements décimaux. Donc ici, on est obligé de réinvestir la notion de limite qu'on avait vue un petit peu avant les vacances de Noël. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce serait bien que ce soit le cas. Alors, maintenant on va quand même vérifier que cette définition a bien un sens, parce que ici on dit la limite quand R tend vers Q, on a donné, R appartient à Q et R tend vers X. On a donné un exemple, on a dit on n'a qu'à prendre la suite des approximations rationnelles, c'est très bien, ça nous donne une valeur, mais qui nous dit que si je prends une autre suite qui tend aussi vers X et qui est aussi construite avec des nombres rationnels, je vais obtenir la même chose. Il faut quand même s'en assurer. Pour qu'on ait bien défini 2 puissance pi, il faut s'assurer que quelle que soit la suite qu'on prend ici et qui va tendre vers x, et qui est faite avec des nombres rationnels, on va obtenir la même valeur. Donc pour ça, on a besoin de faire un certain nombre de remarques. La première, c'est que donc ici, dans ces remarques, R et R' sont toujours des nombres rationnels, donc des fractions. Si R est positif, alors 2 puissance R doit être plus grand que 1. Alors pourquoi est-ce que ça c'est vrai? Eh bien parce que 2 puissance, si R c'est P sur Q par exemple, 2 puissance R c'est la racine Qème de 2, qui est un nombre plus grand que 1, à la puissance P, donc ça va nous donner un nombre plus grand que 1. Donc ça c'est facile, si R est positif, alors 2 puissance R est plus grand que 1. Ensuite, si R est plus petit que R', alors 2 puissance R est plus petit que 2 puissance R'. Ça, c'est quelque chose qu'on a bien observé ici sur ce dessin. La courbe des 2 puissance R, elle est croissante. Si R est plus petit que R', alors 2 puissance R, c'est plus petit que 2 puissance R'. Ça paraît à peu près clair, mais bon, on peut s'en assurer quand même. Alors pourquoi c'est vrai?
Eh bien parce que si on fait le rapport 2 puissance R' sur 2 puissance R, avec les lois qu'on a données dans le, dans le tableau précédent, eh bien ça c'est égal à 2 puissance R' moins R. Et R' moins R, par hypothèse, puisque R est plus petit que R', c'est positif. Et d'après la première remarque, 2 puissance un truc positif, c'est plus grand que 1. Donc si R' est plus grand que R, le rapport 2 puissance R' sur 2 puissance R est plus grand que 1, ce qui veut dire que 2 puissance R' est plus grand que 2 puissance R. Ce qu'on a écrit ici. Donc tout ça pour dire que finalement, notre fonction, elle est croissante. Mais puisqu'elle est croissante, ça veut dire que quand je vais prendre la suite des approximations décimales d'un nombre x, alors pour que ce soit tout à fait vrai ce que je suis en train de dire, il faut que x soit positif, parce que pour un nombre négatif, ce serait un peu le contraire, mais pour l'instant, on va s'intéresser qu'au x positif pour ces remarques. Donc si je prends la suite des approximations décimales de, par exemple, racine de 3, c'est une suite croissante. Ça veut dire que les 2 puissance xn, j'ai oublié le n en indice, hein, je suis désolé, les 2 puissance xn forment une suite croissante. Mais c'est une suite croissante qui est bornée aussi, parce qu'on ne dépassera jamais, quand on regarde la suite des approximations décimales, on ne dépassera jamais la partie entière de x plus 1. Donc cette suite qui est croissante, elle est aussi majorée, et une suite croissante et majorée, on avait dit dans le cours sur les suites que ça a une limite. Donc on est rassuré sur un point, c'est qu'il existe au moins une suite de ce type-là qui tend vers x et qui a une limite, pour laquelle 2 puissance x va avoir une limite. D'accord ? On a une suite R qui tend vers x. On regarde les 2 puissance R, il y a une limite pour au moins une suite. Et cette limite-là, on a envie de dire qu'on l'appelle 2 puissance x. Maintenant, on sait qu'on a un candidat pour la valeur de 2 puissance x. Il faut encore vérifier que si je prends n'importe quelle autre suite qui tend vers x, je vais obtenir la même chose. Donc là, on a besoin de quelques autres remarques. La première, c'est que si on prend une suite de nombres rationnels qui tend vers 0, alors 2 puissance r, ça tend vers 1. Alors pourquoi ? Alors prenez une bonne respiration, vous pouvez faire pause et regarder un petit peu mieux ce qui est écrit ici. Ici, pour s'assurer que quand r tend vers 0, 2 puissance r tend vers 1, eh bien, on va dire que d'abord, on sait que 2 puissance 1 sur n, ça tend vers 1. Pourquoi on sait ça ? Parce que 2 puissance 1 sur n, c'est racine énième de 2. Et racine énième de 2, c'est le nombre qui, quand on le met à la puissance n, vaut 1. Donc il n'est pas question que ce nombre soit grand. Ça ne peut pas être 3 par exemple, parce que 3 puissance n, ça ne vaudra jamais 1. Il ne peut pas non plus valoir 2. 2 puissance n, ça ne vaudra jamais 1. Il ne peut pas valoir 1,5, parce que 1,5 puissance 2, par exemple, c'est déjà trop. C'est plus grand que 1. Que 2, pardon. Donc, ce qu'il faut remarquer ici, c'est que ça doit être un nombre qui est plus grand que 1, sinon quand je vais le mettre à la puissance n, il n'y a aucune chance que ça me donne 2, et il doit être aussi tout petit, enfin légèrement plus grand que 1, parce qu'il faut que quand je le mette à la puissance n, ça ne dépasse pas 2. Donc ça c'est un petit peu chaud, mais ça va, normalement vous devriez pouvoir comprendre. Sinon vous prenez votre calculatrice, vous tapez racine 5 millième de 2, et vous voyez que ça va être tout petit. En tout cas, 2 puissance 1 sur n, ça c'est sûr, c'est quelque chose qui tend vers 1 quand n devient grand. Mais maintenant, nous on a dit, on ne s'intéressait pas au 1 sur n, on s'intéressait à une suite de rationnels qui tendait vers 0. Et on regardait les 2 puissance r, et on voulait dire que ces 2 puissance r, ils tendaient vers 1. Mais quand notre suite de nombres rationnels tend vers 0, ben elle doit passer successivement en dessous de 1 demi, puis 1 tiers, puis un quart, puis un cinquième, puis un sixième, etc., puis un millième, etc., puis un millionième, etc. Comme elle devient de plus en plus petite, elle passe
petit à petit, au bout d'un moment, on est sûr que tous les termes de la suite, ils seront plus petits que 1 millionième. Et si je vais encore plus loin dans la suite, je serai sûr que tous les termes de cette suite, ils sont plus petits que 1 milliardième, et ainsi de suite. Mais puisque justement ils sont plus petits que 1 milliardième, eh bien on sait que 1 millionième par exemple, on sait que 2 puissance ces R-là, ceux qui sont plus petits que 1 millionième, ils vont être plus petits que 2 puissance 1 millionième. Et ça veut dire qu'ils sont coincés entre 1 et 2 puissance 1 millionième qui est tout proche de 1. Donc les 2 puissance R en question, ils sont coincés entre 1 et quelque chose qui tend vers 1 quand n tend vers l'infini. Pour dire les choses vraiment proprement, il faudrait écrire une ou deux pages de formalités qui ne sont pas forcément agréables à lire. Donc essayez juste de comprendre l'idée. D'abord on dit que 2 puissance 1 sur n, ça tend vers 1 quand n tend vers l'infini. Ensuite on dit que notre suite rationnelle, elle est coincée, pourvu qu'on aille assez loin dans la suite, entre 0 et 1 sur n. Et quand les 1 sur n descendent, eh bien le 2 puissance r, il doit être coincé entre 1 et 2 puissance 1 sur n. Donc lui aussi, il tend vers 1. Voilà. Alors, si vous n'avez pas tout compris ici, ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de revoir ça l'année prochaine quand vous serez en terminale. En tout cas, pour l'instant, gardons ça en tête. Quand r tend vers 0, 2 puissance r tend vers 1. De toute façon, ça paraît assez réaliste parce que vous voyez ici, hein, quand on a dessiné cette courbe-là, on a dit, on voit bien ici que quand on prend 2 puissance quelque chose qui tend vers 0, quand le quelque chose tend vers 0, le 2 puissance quelque chose, lui, il tend vers 1. On voit bien ici, que ce soit par la gauche ou par la droite. Voilà, donc on termine. Finalement, si on prend un nombre R qui est borné, et si, une suite pardon, R qui est bornée, et une autre suite R', et si R moins R' tend vers 0, alors ce que je dis, c'est que 2 puissance R moins 2 puissance R' doit tendre vers 0. Alors pourquoi? Il faut que la barre d'outils disparaisse pour que je puisse vous le dire. Alors pourquoi c'est vrai? Eh bien parce que quand on fait la différence, 2 puissance R moins 2 puissance R', et qu'on met 2 puissance R en facteur, alors là il y a une faute de signe dans mon calcul, donc j'aurais dû prendre 2 puissance R' moins 2 puissance R et dire que ça c'est égal à 2 puissance R fois 2 puissance R' moins R moins 1. Donc je mets le 2 puissance R en facteur. Alors 2 puissance R, c'est un nombre. C'est un nombre qui bouge, puisque R c'est une suite, mais comme la suite elle est bornée, il bouge entre deux valeurs maximales. Maintenant, R' moins R, c'est une suite qui tend vers 0. Et on a dit 2 puissance quelque chose qui tend vers 0, ça tend vers 1. Donc ce qui est à l'intérieur de ma parenthèse ici, c'est quelque chose qui tend vers 1 moins 1. Donc c'est quelque chose qui tend vers 0. Je multiplie ça par 2 puissance R qui est un nombre borné. Quelque chose de borné fois quelque chose qui tend vers 0, ça tend vers 0. Donc quand R et R', quand la différence entre deux suites R et R' tend vers 0, eh bien 2 puissance R et 2 puissance R' tendent en fait, la différence entre ces deux suites-là, 2 puissance R et 2 puissance R' tend vers 0 aussi. Alors sur le dessin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends une suite qui tend par exemple vers, on va dire, pi il était là, pi c'est déjà trop grand pour mon dessin, je prends une suite qui tend vers racine de 2, voilà. Donc par exemple les approximations décimales de racine de 2, qui s'approchent de 1,4, 414, etc. Quand je prends cette suite-là, eh bien, et que j'en prends une autre qui tend vers racine de 2, par exemple en venant par le haut, eh bien la différence entre 2 puissance les termes de la suite qui montent et 2 puissance les termes de la suite qui descend, cette différence-là, elle tend vers 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que je connais une suite qui tend vers x, je dis que 2 puissance x, c'est la limite des 2 puissance r avec r dans cette suite, ici.
et que si maintenant je prends n'importe quelle autre suite R' qui tend aussi vers x, eh bien R moins R' du coup tend vers 0, et ça veut dire que 2 puissance R et 2 puissance R', la différence entre les deux, tend vers 0, et donc les limites vont être les mêmes. Alors voilà, cette toute dernière partie de justification était un petit peu technique, pas facile à suivre, mais si vous retenez juste l'idée, ça suffit déjà, c'est déjà bien. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'abord on sait définir les puissances de 2 pour des nombres entiers positifs. On étend cette définition à des nombres entiers relatifs. On étend cette définition à des nombres rationnels. Et une fois qu'on a la définition pour les nombres rationnels, eh bien on étend encore cette définition aux nombres réels en disant comme ça que on va prendre une suite de nombres rationnels qui tend vers le x, et 2 puissance x, c'est la limite des 2 puissances, les éléments de la suite. Alors, tout ça, c'est pas propre particulièrement à 2, donc je vais passer ça pour l'instant. Non, je vais pas passer ça. Donc, avant de parler des autres, on va regarder notre fonction x donne 2 puissance x. Maintenant qu'on a défini 2 puissance x pour n'importe quel nombre x, on peut bien parler de la fonction qui a x associé 2 puissance x. Et cette fonction, eh bien, on a démontré qu'elle était croissante sur R. Il n'est pas dur de voir qu'elle tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini, et qu'elle tend très vite vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc c'est le comportement qu'on observe ici. Quand x tend vers 0, donc si je continuais ici vers la gauche, eh bien je obtiendrai des valeurs qui tendent vers 0. Quand x augmente, 2 puissance x augmente très vite, donc on dit que c'est un comportement exponentiel, c'est de là que ça vient. Et qu'est-ce qu'on dit d'autre? On dit que... on dit quoi d'autre? On dit que... excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, tout a disparu. Qu'elle est croissante, oui, ce qu'on a bien observé aussi là-dessus, et qu'on a démontré en plus. Voilà. Alors, toutes ces propriétés-là ne sont pas propres au nombre 2. On peut parler aussi de 3 puissance x ou de 5 puissance x. On peut aussi parler de 1 demi puissance x ou bien de 1 sur pi puissance x. Tout ça, c'est des fonctions qui existent et qui ont à peu près toutes le même comportement, à ceci près que quand... Alors d'abord, il faut toujours que le b soit strictement positif, sinon on ne peut pas du tout définir nos fonctions. Par exemple, racine carrée d'un nombre négatif dont on a besoin pour parler de ce nombre à la puissance 1 demi, on ne saurait pas dire ce que c'est pour l'instant. Enfin, vous saurez ça quand vous serez vraiment grand. Donc, pour l'instant, en tout cas pour nous, un b, la base, elle est toujours un nombre strictement positif. Et il y a deux comportements différents suivant que b est plus grand que 1 ou plus petit que 1. Voyons ça ici. Là, j'ai tracé les fonctions de 2 puissance x en vert, 3 puissance x en bleu, 1 demi puissance x en rouge et 0,3 puissance x en orange. Vous voyez que quand le nombre auquel qu'on prend comme base est plus grand que 1, la fonction elle est croissante sur R, comme ça. Tandis que quand le nombre est compris entre 0 et 1, la fonction elle est décroissante sur R. Alors ça s'explique très bien grâce à nos lois, parce qu'on a dit que si on prend un nombre qui est par exemple, on va dire 1 demi, si vous prenez 1 demi puissance x, c'est la même chose que 1 sur 2 puissance x. Si 2 puissance x c'est croissant, 1 sur 2 puissance x c'est décroissant. Si 2 puissance x ça tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, eh bien 2 puissance 1 sur 2 puissance x, ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'avais prévu de vous dire pour aujourd'hui. Il me reste à vous donner quelques exercices. Alors voilà, il y a 3 exercices. Dans le premier, on vous demande
d'utiliser les approximations décimales de racine de 2 pour trouver une approximation à 10-9 près de 2 puissance racine de 2. Donc c'est tout bête, hein, il faut prendre les approximations successives, 1, 1,4, 1,41, etc. Comme on a fait avec pi, sauf que vous le faites avec racine de 2, et vous regardez à partir de quel moment la 9e décimale se stabilise, et vous dites que ça c'est une valeur approchée de 2 puissance racine de 2. Ensuite, la quantité, alors ça, l'exercice 2, c'est un exercice qui reprend le principe de la datation au carbone 14, donc vous connaissez sûrement ce principe. Dans l'atmosphère, il y a du carbone 14. Pendant toute notre vie, on fixe du carbone 14 dans nos eaux, et on a une quantité de carbone 14, vous, moi, tout le monde, on a tous à peu près la même quantité de carbone 14, à très peu de choses près, dans nos eaux. Et le truc, c'est que le carbone 14, c'est un isotope instable du carbone 12. De temps à autre, il laisse échapper 2 neutrons et il devient du carbone 12. Alors on ne sait jamais, quand on prend un atome de carbone 14, on ne sait jamais quand ça va arriver, mais par contre, ce qu'on constate, c'est que tous les 1000 ans, si vous prenez une grande quantité d'atomes de carbone, tous les 1000 ans, le nombre d'atomes de carbone 14 diminue de moitié. La moitié se transforme en atomes de carbone 12. Donc ici, on va faire une hypothèse d'exercice, c'est-à-dire que ce n'est pas exactement comme ça dans la réalité, les nombres ne sont pas ceux que j'indique, mais on va supposer que quand un animal meurt, la quantité de carbone 14 dans ses os, c'est 1 mol pour 1 kg. 1 kg d'os, 1 mol de carbone 14. Et donc à partir du moment où l'animal est mort, il arrête de fixer du carbone 14 et la quantité de carbone 14 décroît et elle est divisée par 2 tous les 1000 ans. Donc la question c'est la suivante, c'est quand on retrouve un squelette dans lequel il y a 10-3 moles de carbone 14 par kilo, qu'est-ce qu'on peut en déduire sur le temps depuis lequel l'animal est mort? Donc pour ça, il faut que vous trouviez un bon nombre, une bonne base, B, une certaine base que je ne vous dis pas. Vous étudiez la fonction B puissance x, vous la tracez, et vous regardez à quel moment B puissance x passe sur la valeur 10 puissance moins 3. Et ça vous dira depuis combien de temps l'animal est mort. Et enfin, on s'intéresse à un compte en banque un peu spécial. Donc déjà, il est rémunéré à 5% par an, ce qui n'est pas quelque chose de classique. Mais en plus, vous pouvez retirer votre argent quand vous voulez. Donc si vous le retirez au milieu de l'année, eh bien, on vous donnera ce qu'il faut d'intérêt. Et si vous le retirez au bout d'un mois, on vous donnera ce qu'il faut d'intérêt, de manière à ce que ce soit juste en fait. C'est pas rémunéré une fois par an, c'est rémunéré quand vous allez le chercher. Donc la question c'est à combien est-il rémunéré par jour? Et la mauvaise réponse, c'est 5 sur 365%. Si vous répondez ça, c'est faux. Ensuite, à combien est-il rémunéré par heure? Puis par seconde, et enfin par pi seconde. Autrement dit, si vous déposez votre argent sur votre compte et que vous le retirez pi secondes plus tard, quel aura été le taux d'intérêt? Voilà, je vous laisse avec ces exercices, faites-les pour demain, et on en reparle à cette occasion.